Je vous propose qu'on démarre. Donc, Camille Durovic, chargée de projet Europe Direct au sein de l'association Citoyens et Territoires Grand Est. Donc, on co-organise ce webinaire aujourd'hui avec le réseau rural Grand Est et Clémentine Laurent et Magali Torlotin, chef de projet mobilité au sein de la région Grand Est. Donc, ce webinaire de ce matin, il a pour vocation à vous donner déjà un petit aperçu des opportunités de financement européen et de vous expliquer un petit peu les leviers à mobiliser pour savoir un petit peu comment pouvoir bénéficier des opportunités qu'offre l'Europe. Alors, ce qu'on a prévu, donc, en tout début, donc, c'est un petit brise-glace. Alors, je vais vous demander donc de lever la main virtuellement pour les amateurs de café, juste pour qu'on ait une idée. Si vous êtes bien présents, bien réveillés pour suivre cette réunion ce matin. Allez, 2, 3. On voit que ça se lève. Alors, je ne connais... Ah, c'est là peut-être. Bah, moi, alors voilà, vous pouvez pas cliquer. De café, hein. Moi, je bois du café, je me suis servi, mais je ne trouve pas. Alors, désolée. tout en bas, vous avez un bouton réaction, donc vous pouvez cliquer, lever la main, applaudir, peu importe, voilà. Bon, on a une majorité d'amateurs de café, moitié-moitié. Ah, voilà. Ok. Bon, et c'est voilà. bon. Tout le monde est plus ou moins réveillé, je note. Alors, donc, hop, je vais partager avec vous mon écran. Hop. Voilà, juste une minute. Donc, comme je vous disais, donc, on co-organise ce webinaire avec Clémentine Laurent. Donc, je vais lui laisser la parole pour qu'elle puisse se présenter rapidement. Bonjour à toutes et tous, donc Clémentine Laurent, je suis agent de la région Grand Est et je travaille sur le thème des ruralités et je suis présente aujourd'hui parce que j'ai une mission sur informer le grand public et les bénéficiaires des fonds européens, particulièrement le Fonds européen agricole et développement rural, le FEADER, dont on parlera un petit peu plus tard. Magali, je te laisse prendre le relais. Oui. Bonjour à tous, ravie d'être avec vous ce matin. Donc, moi, je travaille au service Affaires européennes à la région Grand Est. Donc, je m'occupe de la mobilité transfrontalière européenne internationale des jeunes et aussi de l'accompagnement sur le programme Erasmus+, dont on parlera tout à l'heure. Merci beaucoup. Et donc, hop. Alors, en introduction, ce que je vous propose, c'est déjà de présenter le réseau Europe Direct parce que je ne sais pas si vous le connaissez toutes et tous. Donc, comme je vous ai dit, donc, je travaille au sein de l'association Citoyens et Territoires Grand Est. Donc, c'est l'association qui héberge ce réseau d'information de la Commission européenne en région. On a 4 missions principales. Diffuser de l'information sur l'actualité européenne, les politiques européennes. Une deuxième mission qui est d'alimenter un débat au niveau local sur l'Union européenne. Donc, ça va se traduire notamment par l'organisation d'événements sur le territoire. On a une troisième mission qui est d'orienter, d'accompagner les porteurs de projets. Donc, d'offrir en tant que guichet d'information une première information sur les fonds européens et de pouvoir orienter donc ces porteurs. Et puis une quatrième mission qui est aussi très importante, qui est de faire remonter les préoccupations des citoyens et des habitants des territoires aux institutions européennes. Donc tout problème que vous pouvez rencontrer, tout sujet qui a une résonance au niveau local et qui vous paraît importante, voilà, on a aussi ce travail-là donc qu'on fait chaque mois. Europe Direct, c'est aussi un service d'information gratuit qui est accessible partout dans l'Union européenne. Donc c'est un numéro que vous pouvez composer et appeler. Et au total, donc le réseau Europe Direct, donc c'est 50 centres en France et 400 dans toute l'Union européenne. Donc, comme je vous disais, donc une mission d'information. Cette mission d'information, elle se traduit donc par l'édition d'une newsletter mensuelle. Donc vous avez la possibilité, on vous enverra les liens pour consulter nos sites internet et les différents liens pour vous inscrire. On publie également des infographies
pour valoriser chaque mois les projets cofinancés avec des fonds européens sur le territoire. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de groupes d'action locaux qui participent aujourd'hui à cette réunion. Donc voilà, s'il y a des projets en particulier que vous estimez qui mériteraient une belle communication, voilà, n'hésitez pas à nous les adresser, à prendre contact avec nous. Et puis, bien sûr, l'alimentation des réseaux sociaux, sites internet. Ce sont aussi donc, des ressources pédagogiques qu'on met à disposition, donc, que ce soit des brochures d'informations officielles sur l'Union européenne qu'on peut commander, vous mettre à disposition. On a également des expositions, donc là aussi sur plusieurs thématiques. Alors, il faut venir les chercher dans nos locaux, mais la mise à disposition est gratuite. Et puis, pour tout ce qui est, si vous organisez des événements sur l'Europe et que vous avez besoin de goodies, de stylos, de drapeaux, voilà, on peut aussi vous en mettre à disposition. On a mis en place un catalogue de ressources numériques, donc, sur lequel vous pouvez consulter, voilà, tout ce qu'on peut offrir. Donc, sur la partie alimenter un débat local au niveau de l'Union européenne, ça va se traduire par l'organisation d'événements, donc d'événements qui peuvent être conjoints, par exemple avec vos structures. Donc, voilà, là, je vous ai mis quelques exemples. Un dialogue citoyen en ligne sur la nouvelle politique agricole commune, un voyage d'études à Bruxelles, justement, pour découvrir un petit peu les financements européens et les institutions européennes. Voilà, des actions qu'on avait mis en place avec des missions locales, des eurodéfis dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets. Et puis récemment aussi une journée culturelle européenne à Esch-sur-Alzette, voilà, pour la découverte d'une exposition qui venait tordre le cou à 6 idées reçues sur l'Europe. Donc voilà, des sorties et des visites, voilà, avec différents publics. Un temps fort, voilà, qui est vraiment qui concentre une grande partie de nos activités, c'est le mois de l'Europe, donc qui a lieu chaque mois au mois de mai. Donc l'idée, c'est vraiment d'impliquer tous les citoyens, toutes les organisations, toutes les structures qui le souhaitent à parler d'Europe sur leur territoire. Et donc c'est ce qu'on fait chaque année avec des associations, des collectivités, des comités de jumelage. Donc voilà, là aussi, je vous invite à vous mobiliser. C'est chaque année au mois de mai. Il y a le réseau donc Europe Direct en Grand Est, donc nous sommes 4. On a un Europe Direct qui est à Reims, un autre à Nancy, nous à Colombey-les-Belles et à Strasbourg. Donc voilà, on peut vous outiller, vous mettre à disposition, comme on disait, des expositions, des jeux, des supports, vous accompagner aussi sur l'organisation de rencontres et puis co-organiser avec vous des animations, des actions sur vos territoires respectifs. Et puis Magali Torlotin, je crois que tu as quelque chose à nous dire aussi sur ce mois de l'Europe. Merci Camille. Donc voilà, comme je viens de le mentionner, différents événements temps forts que vous pourrez retrouver bientôt sur la page spécifique du mois de l'Europe. Et un petit temps particulier dont je voulais vous parler, qui est le forum virtuel sur la mobilité des jeunes que nous organisons chaque année. Donc il aura lieu le mercredi 10 mai après-midi. Et là, l'objectif, c'est vraiment de mettre en relation en fait des jeunes qui auraient une envie de mobilité avec des jeunes qui ont déjà eu cette expérience dans le cadre d'une formation, pour une expérience professionnelle, dans le cadre d'un volontariat. Donc, c'est vraiment l'idée de les mettre en relation pour qu'ils échangent, qu'ils lèvent un petit peu les obstacles, les freins à la mobilité. Donc, bien sûr, on vous fera passer l'information et n'hésitez pas à la relayer auprès des structures et des jeunes que vous pouvez accompagner. Et même si vous êtes intéressé d'interagir et d'échanger avec des jeunes, vous pouvez bien sûr y participer. Et il y aura aussi dans cet après-midi-là quelques conférences qui pourront vous intéresser. Voilà. Je vois qu'on a quelqu'un qui a levé la main, Muriel Vidal. Oui, juste pour savoir, les jeunes, c'est quel âge? C'est jeunes au moins jusqu'à 30 ans. Et je vous dis, même si vous aussi, en tant que de personnel formateur, accompagnant, ça vous intéresse de pouvoir interagir avec les jeunes, découvrir les expériences de mobilité qu'ils ont pu avoir, n'hésitez pas aussi à y participer directement. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Magali. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est un moment où vous pouvez nous solliciter en particulier. Voilà, je vais passer le relais du coup à Clémentine Laurent pour cette partie.
Alors, moi, je vais vous présenter ce qu'est le réseau rural, puisque je suis animatrice de ce réseau à la région Grand Est. Donc, le réseau rural, c'est un outil de la Commission européenne. Ah, j'ai perdu Camille, ça a Et oui, avancé un peu. dis-moi. Ah oui, oui, je ne sais pas pourquoi. Oui, pourtant, je n'ai pas appuyé. Hein. Voilà, c'est les... Voilà, c'est un outil de la Commission européenne, donc institué par elle il y a plusieurs années maintenant, auprès des États membres pour pour travailler auprès des territoires ruraux. Donc, on a plusieurs échelons. On a un réseau rural européen, un réseau rural national dans chaque État membre. Et en France, il y a des réseaux ruraux régionaux puisque les fonds européens sont gérés par les régions. Donc, voilà, le réseau rural Grand Est est au service des acteurs et des territoires ruraux. Tu peux passer à la suivante, Camille. Donc, je suis l'une des animatrices du réseau, mais nous sommes deux. Il y a également Louise Blum qui est basée à Strasbourg. On peut passer à la suivante. Donc, nos missions sont très diverses. On est là pour mettre en réseau les acteurs, favoriser la coopération entre eux et valoriser et capitaliser sur des projets innovants qui sont développés sur les territoires ruraux. Donc, pour cela, on anime particulièrement le réseau des animateurs des groupes d'action locale qui gèrent une enveloppe leader. Leader qui signifie liaison entre acteurs du développement rural et de l'économie rurale. Voilà. On leur propose des formations, des séminaires thématiques, des webinaires d'information comme celui d'aujourd'hui et on valorise les actions. Donc là, vous voyez la carte des 32 GALS actuels sur la programmation 14-22. Donc, on est en 2023, vous me direz-vous, mais nous sommes entre deux programmations de la PAC, justement. Voilà, on termine progressivement la 14-22 et on va attaquer la 23-27. Camille, je ne vois plus rien du tout. Ah, voilà, j'avais arrêté le partage et je l'ai remis parce que je me suis aperçue que ça... Je ne sais pas pourquoi les slides défilent toutes seules. Donc, voilà. Est-ce que vous avez peut-être de parce qu'il y nouveaux... a... Oui, Vous avez il de doit y nouveaux avoir encore accès? le timeline. Ok. Donc là, oui, c'est bon, on voit bien. Donc voilà pour l'égal, donc nos missions auprès d'eux. On a aussi une autre mission, c'est d'animer le réseau des chefs de file des groupes opérationnels du partenariat européen pour l'innovation en agriculture. Donc là, on est sur des missions très agricoles. Donc ce sont des groupes, les GoPUI, ce sont des partenariats multi-partenaires qui travaillent sur des sujets innovants en agriculture, voilà, pour répondre à une problématique agricole du type boucler le cycle de l'azote ou adapter les forêts du Grand Est au changement climatique. Voilà. Donc, on en a 9 actuellement en Grand Est et donc on est là pour justement pour parler également de leurs projets. Le réseau rural et centre de ressources, donc on a différentes manières de communiquer avec des dépliants, des vidéos, des newsletters et sur une grande diversité de thématiques, un petit peu à l'image des centres Europe Direct. Nous, ce sont des thématiques plus agricoles et plus rurales, mais bon, voilà, on parle de beaucoup de choses et vous pouvez notamment nous retrouver sur notre page internet Réseau Rural Grand Est qui est hébergée par le Réseau Rural National. Et sur YouTube, en tapant Réseau Rural Grand Est et également via notre newsletter Ruralité. On peut passer à la dernière. Voilà. Et donc, on organise régulièrement des événements sur divers sujets. Donc là, typiquement, le cycle de webinaire du mois de mars en partenariat avec l'association Citoyens et Territoires. Donc, vous avez les prochaines dates qui sont le 16 mars et le 30 mars. Mais on travaille aussi cette année sur le thème des femmes en milieu rural. Et on a une première rencontre le 1er mars et la suivante sera le 24 mai à Saint-Dié-des-Vosges avec un focus sur l'entrepreneuriat des femmes. Voilà. Et la slide suivante, ce sont donc les lieux où vous pouvez nous retrouver. Voilà. Merci beaucoup Clémentine. Alors, je vais juste arrêter le partage. Je vais vous demander, alors, oui, non, j'aurais pu excusez-moi, le laisser. Alors... Voilà, je vais vous demander donc d'aller sur l'application Slido.
Donc là, donc vous avez donc soit avec votre téléphone par exemple, donc voilà slido.com et d'entrer le hashtag donc 2804 388. Donc voilà, on va vous proposer un petit quiz pour démarrer. Alors voilà, on va vous laisser quelques instants pour pouvoir vous connecter. Alors, est-ce que tout le monde y est? Alors, normalement, donc vous avez ça qui s'affiche. Alors, on va essayer de lancer la première question. Alors, quand on vous parle de financement européen, qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, normalement, vous pouvez taper et répondre. Voilà, 6 participants. Voilà, on va attendre encore nos 2 réponses. Alors, d'accord, bon, c'est pas le plus, le plus enthousiasmant, bon, compliqué, oui, ok, complexité des projets, effectivement. Alors, oui, alors il y a différents niveaux de financement et des projets plus ou moins faciles à monter, on va dire ça comme ça. Le programme leader, bien entendu, les fonds structurels, ok. Coopération, alors oui, beaucoup de démarches administratives. Bon, effectivement, bon, vous êtes aussi dans le vrai. Ok, alors, passe à la deuxième question. Savez-vous à combien s'élève le budget européen pour la période 2021-2027? Alors, 10 votes, 12 votes. Alors, vous êtes une majorité a répondu environ 2700 milliards d'euros. Alors non, c'est environ 1800 milliards d'euros, ce qui est assez aussi inédit pour le budget européen parce qu'on va voir qu'une grande partie vient du plan de relance européen. Donc voilà, mais c'est autant d'argent aussi et de projets pour nos territoires, donc ça reste conséquent. À quelle priorité, selon vous, répond le budget européen ? Est-ce qu'il sert à aider la transition, les transitions écologiques et numériques, l'inclusion sociale, couvrir les dépenses publiques des États ou répondre aux besoins individuels de chaque État? Alors, oui, donc effectivement, hein, vous avez raison, c'est bien à aider la transition écologique et numérique qui sont les 2 grandes priorités de l'Union européenne pour cette programmation. Et puis, aider à l'inclusion sociale, ça fait également partie d'un des objectifs du budget européen. En revanche, il ne sert pas à répondre vraiment aux besoins individuels de chaque État, ni à couvrir les dépenses publiques des États, hein, puisque, on va le voir, c'est une politique d'investissement. Une dernière question. 2. Dernière question. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du pacte vert européen ?
Alors, une grande majorité d'entre vous en ont entendu parler. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de l'Union européenne d'arriver à la neutralité climatique d'ici 2050. Et donc, ça a forcément un impact puisque ça va impacter les projets et ça va aussi impacter ce que l'Union européenne va décider de cofinancer ou pas. Et effectivement, on est aujourd'hui sur cette grande priorité qui dicte eh bien justement les projets qui peuvent bénéficier d'un financement. Et puis, une dernière question. Pour bénéficier d'un financement de l'Union européenne, à votre avis, un projet doit bénéficier d'un cofinancement, s'inscrire dans une des priorités de l'Union européenne et ou ne pas être terminé avant la date de dépôt de demande de financement. Donc, alors, les 3 réponses sont justes, effectivement. Donc, il faut qu'ils s'inscrivent dans une des priorités de l'Union européenne. Il faut qu'ils bénéficient d'un cofinancement et il faut qu'ils ne soient pas terminés avant la date de dépôt de demande de financement. Voilà, je vous remercie pour votre participation au sondage. Voilà, je repartage le PowerPoint. Alors, ce que je vous propose, donc, c'est déjà de faire un petit historique de la politique de cohésion, très rapidement, de vous présenter un petit peu la stratégie Europe pour 2021-2027, le cadre financier pluriannuel, les fonds européens, les programmes européens, les grands principes de la politique de cohésion. On abordera aussi très succinctement la coopération territoriale européenne. Et puis, on vous a proposé de découvrir un petit peu plus en détail les programmes sectoriels Erasmus+, et le programme Citoyenneté, Égalité, Droits et Valeurs. Mais bien sûr, il y a d'autres programmes sectoriels qu'on n'abordera pas forcément aujourd'hui. Alors, la politique de cohésion, un de ses principaux objectifs, c'est de combler les écarts de développement entre les régions de l'Union européenne, donc, ce qui signifie que, eh bien, de fait, les régions les plus pauvres de l'Union européenne bénéficient d'une plus grande partie des fonds européens. C'est quelque chose qui est dans l'histoire de l'Union européenne qui est assez récent, on peut dire, puisqu'elle a été mentionnée dans le traité de Rome, mais elle a été créée vraiment avec l'acte unique européen donc de 1986. On a dit c'est une politique d'investissement, donc ça signifie que bien, le budget de l'Union européenne doit toujours être à l'équilibre, donc il n'y a pas de... voilà, c'est un budget qui fonctionne, qui doit toujours être à l'équilibre, donc normalement pas d'endettement commun. Voilà, bon, ça c'est un peu une nouveauté, on va dire, sous cette programmation et suite à la crise de Covid-19 où les États ont décidé de s'endetter en commun, mais jusqu'à présent, on a toujours une grosse partie du budget européen qui doit être à l'équilibre. Traité de Lisbonne donc, de 2007, qu'il a décrit comme la politique de cohésion économique, sociale, territoriale. Et puis, bien sûr, pour permettre de se projeter et pour permettre justement aux États et aux porteurs de projets de savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils vont pouvoir cofinancer, eh bien, c'est une programmation qui s'étale sur 7 ans. Donc, voilà, le budget, une fois qu'il est adopté, on sait globalement ce que l'Union européenne va financer sur ces 7 ans. Elle s'adapte forcément du coup aux défis auxquels elle est confrontée. Période 2021-2027, elle est concentrée sur 5 priorités. Une Europe plus intelligente, donc là on va retrouver tout ce qui est innovation, numérisation, transformation économique, soutien aux petites et moyennes entreprises. Une Europe plus verte et à 0 émission de carbone, donc là on va retrouver tout ce qui est autour de la transition énergétique, les énergies renouvelables, la lutte contre le changement climatique. Une Europe plus connectée, alors là, on parle de réseaux stratégiques de transport et de communication numérique. Une Europe plus sociale, donc là, qui va soutenir les emplois de qualité, l'éducation, les compétences, l'inclusion sociale, l'égalité d'accès aux soins de santé. Et une Europe plus proche des citoyens, donc qui va soutenir les stratégies de développement piloté au niveau local et le développement urbain durable dans toute l'Union européenne. Donc voilà, la première question
quand vous avez un projet pour savoir s'il peut effectivement être soutenu par l'Union européenne, c'est de se poser déjà la question, est-ce que mon projet, il entre dans une de ces 5 priorités? Si la réponse est oui, vous pouvez aller plus loin. Donc, il y a eu quand même des changements sous cette nouvelle programmation des fonds européens. La politique de cohésion va intervenir toujours dans l'ensemble des régions de l'Union européenne. Il y a 3 classifications de régions, donc qui restent entre guillemets les mêmes: les régions moins développées, les régions en transition et les régions plus développées. Et donc, cette catégorisation, elle se fait en fonction du PIB par habitant dans chacune de ces régions. Puis il y a des nouveaux critères qui ont été ajoutés pour mieux tenir en compte la réalité du terrain, le chômage des jeunes, par exemple, le changement climatique, l'accueil, l'intégration de migrants. Donc la seule chose qui change par rapport aux régions, c'est que avant, les régions en transition, elles avaient un PIB qui était compris entre 70 et 95% de la moyenne européenne. Aujourd'hui, on va jusqu'à 100%. Donc, ce qui signifie qu'en France, on a essentiellement des régions qui sont classifiées comme étant en transition, hormis l'Île-de-France et le Rhône-Alpes, qui sont classifiés comme régions développées et donc qui bénéficient d'un peu moins de financement de l'Union européenne. Qu'est-ce qui change encore ? Alors, on a toujours cette politique de cohésion qui apporte un soutien aux stratégies de développement menées au niveau local, davantage de pouvoir aux autorités locales dans la gestion des fonds. On a en théorie aussi des règles plus courtes, moins nombreuses et plus claires sous cette programmation. Et puis, on a introduit quelque chose qui est très pertinent pour le coup, c'est un mécanisme de réaction aux crises qui autorise l'adoption de mesures temporaires, qui permet d'utiliser des fonds en fonction des circonstances exceptionnelles et inhabituelles. Jusqu'à présent, c'était quand même quelque chose qui était assez rigide. Il était très difficile de pouvoir utiliser les fonds européens sur d'autres priorités. Donc aujourd'hui, on a une flexibilité par rapport à la crise du Covid-19, donc qui est venue un petit peu rebattre les cartes et donc de dire il nous faut quand même une marge de manœuvre si effectivement il se passe quelque chose, que les fonds européens puissent être destinés à ceux dont on a le plus besoin sur le territoire. Donc voilà, ça c'est par exemple, pour vous donner un exemple très concret, durant la crise de Covid-19, on a eu tout ce qui était matériel médical qui a pu être cofinancé avec des fonds européens, ce qui n'était pas du tout prévu au départ. Donc, on a dit budget européen qui est construit autour d'un cadre financier qui s'étale sur 7 ans, 2021-2027. Donc, ça répertorie en fait toutes les dépenses de l'Union européenne dans 7 rubriques. Bien sûr, tout ça, c'est le fruit d'une négociation entre les États membres, la Commission européenne et le Parlement européen. Et donc, comme je vous disais, avec la crise du Covid-19, on a eu un nouveau plan de relance qui a été adopté par l'Union européenne, Next Generation EU. Et donc, lui, il s'élève à plus de 800 milliards d'euros pour la période 2021-2027. Il vient s'ajouter au budget européen. Donc, si on regarde un petit peu plus dans le détail, on voit donc les 7 volets qui sont les 7 rubriques qui sont financées. On voit donc qu'une grosse partie du budget, la plus grosse partie, va à la cohésion, la résilience et valeurs. Donc là, on va retrouver par exemple les fonds européens régionaux en l'occurrence. On va retrouver en deuxième poste de dépenses tout ce qui est autour des ressources naturelles et environnement. Donc là-dessus, il y aura la politique agricole commune, il y aura aussi quelques programmes sectoriels comme LIFE par exemple. Sur le troisième poste de dépense, ça va être le marché unique, l'innovation et le numérique. Donc là aussi, on va retrouver à la fois des fonds européens et des programmes sectoriels comme Horizon 2020, pour tout ce qui est recherche, innovation. Enfin, donc voisinage et le monde. Donc là, c'est tout ce qui est politique d'aide vers d'autres pays extérieurs à l'Union européenne.
migration et gestion des frontières, donc voilà, et puis sécurité et défense, donc voilà, vous voyez, par rapport aux autres postes de dépenses, voilà, qui est assez faible, et puis l'administration publique européenne. Donc, ça nous donne à peu près 1074 milliards d'euros sur cette programmation, donc 2021-2027, auxquels s'ajoutent donc les 750 milliards d'euros du plan de relance. Alors, comment tout cela fonctionne et opère? Donc, on a à la fois les fonds européens qui, eux, sont confiés donc, pour gestion à l'échelon, on va dire, national, donc l'État, les départements ou régional. Et donc, ce sont les échelons locaux qui définissent les priorités d'intervention des fonds, leur utilisation concrète sur le terrain. Bien sûr, pour ce faire, ils doivent s'appuyer sur un texte qui est le règlement général portant dispositions communes, donc qui renseigne en fait sur les possibilités d'intervention de l'Union européenne. Et il permet bien sûr de répondre aux mêmes objectifs partout dans l'Union européenne. Donc, quand on parle de fonds européens, donc on parle de gestion décentralisée, donc une gestion qui est partagée à la fois entre la Commission européenne et les États membres. Et puis, les programmes, donc la distinction avec les programmes européens, c'est qu'eux sont gérés exclusivement par la Commission européenne ou des agences. Et donc là, la principale différence, c'est que les dossiers, ils sont mis en concurrence au niveau européen. Et donc, au niveau on va dire des critères à remplir, voilà, ils vont pas répondre aux mêmes nécessités. Par exemple, il va falloir que la réponse à l'appel à projet se fasse par exemple en anglais. Ça va être mis en concurrence au niveau européen, donc il va y avoir un système de points et en fonction de l'argent disponible et en fonction de la note obtenue, le projet il pourra ou pas faire l'objet d'un financement. Donc, un petit glossaire qui est quand même bien utile par rapport aux fonds européens. Alors, quand on parle de politique de cohésion, en général, on parle de politique régionale. Cette politique régionale, donc, elle se décline avec les fonds européens structurels et d'investissement. Donc, dedans, on va en trouver plusieurs. On va trouver donc, le Fonds européen de développement régional, donc le FEDER, le FEADER, qui est le Fonds européen agricole pour le développement rural, le FSE+, qui est le Fonds social européen, le Fonds de cohésion et le Fonds pour la sécurité intérieure. À l'aide de ça, donc, on va avoir après en fonction des fonds des programmes opérationnels qui sont, on va dire, la grille de lecture qui va préciser donc, de quelle manière les fonds européens vont être investis sur le territoire. Donc, quels vont être le type d'actions éligibles, quelles vont être les dépenses aussi qui vont être éligibles. Enfin, voilà, qui va être le détail de vraiment qu'est-ce qui est finançable ou pas au niveau du territoire. Donc voilà, on a un programme opérationnel FEDER, FSE+, et FTJ, qui est le nouveau fonds pour la transition juste, Grand Est. Et puis, donc, on avait jusqu'à présent des plans de développement rural sur le FEADER. Maintenant, on a un document qui est unique, qui est le plan stratégique national qui détaille l'ensemble des mesures qui peuvent être financées au niveau national. N'hésitez pas, je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a des choses à relayer. C'est vrai excusez-moi, je n'ai pas... Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat et pas de main levée. Ok, donc voilà, n'hésitez pas à m'interrompre, voilà, s'il y a des choses que vous souhaitiez éclaircir ou si vous avez des questions. Donc, on a dit politique régionale donc, qui est mise en œuvre par 5 fonds principaux. Ils visent tous à répondre à un enjeu particulier. Le FEDER, c'est plutôt autour de ce qui est l'attractivité des territoires et combler des déséquilibres au niveau régional. Sur le Fonds social européen plus, c'est vraiment l'investissement dans le capital humain. Donc là aussi, améliorer les compétences, améliorer l'emploi. Fonds de cohésion, donc ça ne nous concerne pas en France, c'est uniquement pour les États dont le niveau de développement est le plus faible. On a également un fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture.
Et puis, donc, le Fonds européen agricole et de développement rural, donc, qui, lui, vient soutenir, on l'a dit, la politique agricole commune et également tout ce qui est développement rural. Et 2 nouveaux fonds donc, qui sont ajoutés, un fonds asile et migration et un fonds pour la sécurité intérieure. Donc voilà, juste pour vous donner rapidement un petit peu la structuration de la politique, des politiques européennes. Donc on a, donc, comme on a dit, ce cadre et un règlement qui porte dispositions communes, qui est le texte de référence pour aller consulter effectivement qu'est-ce qui peut être financé, cofinancé au niveau européen. Et donc ça va définir donc, ce que peut, les mesures qui peuvent être couvertes par le FEDER, donc Interreg, qui est le programme de coopération, FEDER, FSE+, FTJ, et donc le Fonds pour la pêche et les affaires et l'aquaculture. Donc voilà, vous voyez qu'à chaque fois, donc, on a un certain nombre de programmes. On a donc tout ce qui est au niveau régional, donc 22 programmes en tout pour le FEDER, FSE et FTJ. Donc où là, c'est effectivement, on a dit, les conseils régionaux dans la plupart des cas et les collectivités territoriales et l'État, bien sûr, qui interviennent. Pour la politique de développement rural, donc on a dit on n'a qu'un seul programme et c'est l'État et une partie donc, qui est déléguée aussi aux autorités de gestion sur ce programme-là. Donc voilà, vous avez les montants en France. Et puis, voilà, un document important qui est effectivement l'accord de partenariat qui va sceller entre la Commission européenne et l'État membre, là aussi, les priorités et ce qui va être cofinancé. Voilà, donc on a dit, donc ça je ne vais pas le répéter, donc c'est mis en œuvre en France au travers de programmes qui sont définis par un ou plusieurs fonds et un territoire. Voilà. Les fonds qui relèvent des politiques de migration et des affaires intérieures ainsi que le FEADER ne sont pas inclus dans l'accord de partenariat. Les enveloppes en France, donc pour 2021-2027, donc on voit quand même que le FEDER, l'Europe sociale, le FSE+, ça concentre quand même 6,9 milliards d'euros. Toujours sur le FEDER, donc 3,5 milliards d'euros sur la partie Europe intelligente. Europe verte, donc avec le FEDER et le FEAMPA, donc ça représente 3,3 milliards d'euros. Et puis, voilà, on voit que les autres priorités sont un petit peu amoindries. Donc, l'Europe des citoyens à travers le FEDER et le FEAMPA, donc 1,1 milliard d'euros. Et Europe connectée à l'aide du FEDER, c'est 0,27 milliards d'euros. Alors, quelques nouveautés sur cette programmation. Comme je vous disais, le pacte vert européen, il a forcément un impact puisque chaque typologie d'action ne doit pas être nuisible au climat et à la biodiversité. C'est le principe de Do Not Significant Harm. Donc ça, c'est vraiment un principe qui est utilisé dans l'utilisation des fonds européens et donc qui va définir si le projet il peut être cofinancé ou pas. Et puis, un nouveau fonds de transition juste qui est l'axe 7 du FEDER et qui intervient sur des territoires très précis où les enjeux liés à la transition sont les plus prégnants. Donc là, c'est 27 EPCI qui ont été sélectionnés, donc voilà, de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et de Haut-Rhin, et donc ils peuvent prétendre à des financements, des cofinancements sur certaines choses très spécifiques. Donc, on a dit, pour le FEDER, donc on a dit que c'était plutôt de l'investissement dans les infrastructures pour améliorer l'attractivité des territoires. Le FSE+, c'était plutôt autour de l'investissement dans le capital humain, donc on a dit dans les compétences, faciliter l'accès à l'emploi, améliorer la formation. Et donc, sur ce FSE+, il y a un volet qui est régional, qui est la compétence, et un volet national autour de l'inclusion. Alors, voilà, je vous parlais tout à l'heure d'éligibilité régionale et des 3 catégories de régions. Donc là, vous pouvez voir qu'effectivement, les régions les moins développées de l'Union européenne, donc celles qui se trouvent en rouge sur la carte, sont celles qui bénéficient
le plus des cofinancements européens. Alors, Camille, oui, excuse-moi, il y a bien une sûr. question dans le chat. Ah, Où trouve-t-on la liste des EPCI? Alors, ça, je peux vous la fournir, mais normalement, elle se trouve également dans le programme opérationnel, donc qui est le document officiel qui précise la liste des actions éligibles. Voilà, programme opérationnel FEDER, FSE+, FTJ. Mais ça, on pourra vous le transmettre également à l'issue de la présentation. Vous avez donc en orange les régions en transition. Donc, comme je vous ai dit, la France, on est dedans. Et puis en jaune, les territoires qui ont un PIB supérieur à 100% de l'Union européenne. Donc voilà, qui bénéficient du coup moins des financements européens. Alors, il y a des choses qui ne changent pas durant cette programmation. Donc, on a ce qu'on appelle une concentration thématique. Donc, les priorités qui sont vraiment une Europe plus verte doit concentrer minimum 30% des crédits européens pour nos régions en transition, et pour une Europe intelligente, c'est minimum 40% des crédits. Donc voilà, les deux priorités vraiment de l'Union européenne, comme je vous disais, c'est vraiment pour le coup la transition écologique et numérique, et donc ça se traduit par des crédits fléchés là-dessus. Le degré de cofinancement des projets, il varie aussi. Pour notre région, qui est région en transition, ça peut aller jusqu'à 60%. Donc voilà, ce n'est pas négligeable sur un projet de se dire qu'effectivement, l'Europe peut intervenir. Bon, après, ça dépend aussi des régimes d'aide d'État, etc. Mais ça peut, en théorie, aller jusqu'à 60%. Et pour les territoires qui sont concernés par le Fonds de transition juste, ça peut aller jusqu'à 70%. Donc là aussi, ce n'est pas négligeable. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Je vois dans la discussion. Pour le moment, non. Il y a simplement Yacine qui nous disait au revoir, qui a dû nous quitter. Et j'ai partagé le PO FEDER. Ok, super. Donc on disait comment tout ça est organisé. Donc on a dit on a une autorité de gestion qui est le conseil régional pour le FEDER, donc avec ce programme opérationnel qui a été approuvé en novembre 2022 par la Commission européenne. Pour le FSE+, on a dit il y a une partie, donc un volet régional et un volet national. Donc du coup, pour le programme opérationnel FEDER, FSE, FTJ, Grand Est, on a, c'est le conseil régional, et puis l'État, donc ce sont à travers les départements pour le volet national. Et le FEADER, l'autorité de gestion, alors là, il y en a deux, c'est à la fois l'État et le conseil régional. Alors, ça va dépendre un petit peu des mesures. Et puis, donc, ça se traduit en un document stratégique qui est le plan stratégique national qui a été approuvé en août 2022 par la Commission européenne. Donc, pour notre territoire, qu'est-ce que ça représente, les fonds européens? C'est près de 900 millions d'euros pour le programme. Ça représente une augmentation de près de 15% par rapport à l'ancienne programmation. Donc, voilà, c'est quand même conséquent. Donc, voilà, une grosse partie de l'enveloppe est axée sur le FEDER. 631,5 millions d'euros, 155 millions d'euros sur le Fonds social européen et 112,5 millions d'euros sur le Fonds de transition juste. Alors, je ne vais pas vous faire tout le détail des mesures qui peuvent et des types d'actions qui peuvent être cofinancées, mais je voulais quand même vous présenter ce qui était prioritaire sur les deux priorités que sont la transition écologique et le numérique, étant donné que ça représente quand même, ça peut vous donner une idée précise du type de projets qui peuvent être cofinancés. Alors, sur la partie numérique, donc améliorer les capacités de recherche et d'innovation, l'utilisation des technologies de pointe. Donc là, ça va être des projets collaboratifs d'innovation, le développement d'outils mutualisés, le développement de projets scientifiques d'excellence. Voilà, la promotion des actions et des compétences scientifiques et industrielles.
sur tout ce qui est tiré parti des avantages de la numérisation au bénéfice des citoyens, des entreprises et des pouvoirs publics, on va retrouver tout ce qui est développement numérique de l'action publique. Donc, par exemple, les territoires, les smart villages, etc. C'est des choses qui vont rentrer dedans. Création et développement d'espaces publics numériques, promotion du télétravail. Donc, voilà, ce n'était pas forcément le cas avant. C'est quelque chose d'un peu nouveau sur cette programmation. Le développement d'outils numériques pour la santé, développement aussi d'outils numériques dans le domaine de l'éducation, de la formation, tout ce qui est soutien au développement, à l'évolution d'applications et d'outils numériques dans le domaine de la culture et du tourisme, la digitalisation des PME, le développement de l'écosystème du numérique. Voilà. Et puis, sur la partie vraiment renforcer la croissance et la compétitivité des PME, donc tout ce qui est investissement matériel, immatériel, création, reprise d'entreprise, mise en réseau entre entreprises, accompagner la promotion de l'esprit d'entreprise et la mise en œuvre d'un écosystème favorable à l'entrepreneuriat et tout ce qui est action de promotion, d'accompagnement à l'internationalisation des entreprises. Sur le volet lutte contre le changement climatique, on va avoir tout ce qui est favoriser les mesures en matière d'efficacité énergétique. Donc là aussi, promouvoir les projets qui visent l'efficacité énergétique des bâtiments, soutenir les projets de procédés et d'utilité, voilà tout ce qui est autour des initiatives en matière de maîtrise de l'énergie, valorisation de l'énergie positive et bas carbone. Tout ce qui est autour des énergies qui proviennent de sources renouvelables, donc là, le développement des installations de production d'ENR, la création, l'extension de réseaux de chaleur et de froid qui sont alimentés par des énergies renouvelables, le développement de carburants durables, l'intégration de solutions techniques dans le système énergétique, développer les écosystèmes d'hydrogène renouvelable et puis tout ce qui est action d'accompagnement, de sensibilisation et d'animation. Sur le dispositif B3, favoriser l'adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face aux catastrophes. On va retrouver tout ce qui est amélioration de la connaissance des risques, des impacts du changement climatique dans les territoires à l'échelle régionale et infrarégionale, le développement des outils de prévention du risque, de l'adaptation au changement climatique, le soutien aux actions dans l'aménagement, l'accompagnement des filières économiques, la sécurisation des usages et la reconquête des ressources naturelles. Sur le B4, donc, ça va être favoriser la transition vers une économie circulaire, donc tout ce qui est projet de valorisation, de gestion, de démarche expérimentale et d'investissement, et puis l'animation, l'action de promotion, la structuration des filières. Et enfin, donc, le B5, c'est tout ce qui est autour de la préservation de la biodiversité, renforcer les infrastructures vertes en milieu urbain et réduire la pollution. Donc là, voilà, tout ce qui est là-dessus. Voilà, alors je ne vous ai pas tout présenté, mais voilà, ça vous donne vraiment dans ce document qui est le programme opérationnel, la liste des actions qui sont éligibles et donc qui peuvent être cofinancées par l'Europe. Donc voilà, ça vaut le coup d'aller regarder et de faire peut-être une recherche par mots-clés en fonction de votre projet, si effectivement ça peut rentrer dedans. Donc il y a 3 autorités qui sont en charge de mettre en œuvre la politique de cohésion. On a dit l'autorité de gestion, qui est là pour la mise en œuvre à l'aide du programme opérationnel et du comité de suivi pour superviser justement l'avancement des programmes européens. Un organisme de certification qui va vérifier l'état des dépenses et les demandes de paiement avant leur transmission à la Commission européenne. Et puis, un organisme d'audit qui est là pour chaque programme opérationnel pour superviser le fonctionnement efficace du système de gestion et de suivi. Donc, on a dit, je ne vais pas re-rentrer dedans, mais il y a effectivement, c'est une gestion partagée sur les fonds européens. Il y a un principe de concentration, donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait qu'effectivement on va cibler les aides sur les priorités
Commission européenne. On va aussi avoir une majeure partie des dépenses qui va bénéficier aux régions les plus pauvres. Et puis, bien sûr, certains domaines qui vont être mis en avant. Principe de partenariat, donc voilà, qui s'applique un peu à tous les niveaux entre la Commission européenne, les États membres, les autorités régionales et locales, mais aussi les partenaires économiques et sociaux. Donc voilà, il y a un comité de suivi qui s'assure de l'efficacité, de la qualité de la mise en œuvre de chaque programme opérationnel. Et puis, pour satisfaire aux tâches de gestion et de contrôle, chaque État membre est tenu de désigner différentes autorités. Donc, on a dit l'autorisation notamment de l'autorité de certification, voilà, qui transmet les demandes de paiement à la Commission européenne et l'autorité d'audit. Alors, il y a une règle aussi dans la mise en œuvre des fonds européens, la règle du dégagement d'office. Donc, en vertu de cette règle, sont restitués au budget communautaire tous les crédits qui sont engagés au titre de l'année N qui n'ont pas été consommés à la fin de l'année N+3. Donc là, récemment, on a de la chance. Voilà, on a évité de redonner de l'argent au pot commun européen. Et voilà, cet argent, il a été utilisé. Et puis, l'obligation de ciblage. Donc là aussi, il faut que les projets répondent aux grandes priorités de l'Union européenne. Quel est le parcours de vie d'un projet? Il y a effectivement l'idée de projet, il y a éventuellement des informations qui peuvent être prises auprès des animateurs des fonds européens, des maisons de région, voilà, ça peut être aussi des Europe Direct. Il y a donc ce dépôt de demande d'aide et donc qui va constituer la première étape pour constituer le dossier. Il y aura ensuite un avis du comité de sélection pour le FEADER. Ensuite, il y aura le démarrage de l'opération. Et puis, ensuite, seulement l'avis du comité régional de programmation qui va décider donc effectivement d'accepter ou de rejeter la demande. Et puis, ensuite, donc, il y aura la demande de paiement, l'instruction par la région, le contrôle et le paiement. Donc voilà, comme vous voyez, la procédure, effectivement, elle peut être assez longue. Et puis, voilà, les porteurs sont tenus de garder les pièces justificatives et l'archivage donc, pendant 10 ans. Donc voilà, donc il faut pouvoir être en mesure de justifier l'utilisation des fonds européens. Camille, on a une question dans le chat. Quel est le délai moyen de la procédure? Voilà, sur les comités, ils se réunissent à peu près 3 fois par an, 3 ou 4 fois par an. Donc voilà, ça peut vous donner une idée. Après, c'est difficile de répondre à la question parce que ça va dépendre un petit peu de la maturation de votre projet, sur éventuellement, il va falloir avoir tous les éléments en main avant de constituer le dossier de demande d'aide. Donc, voilà, c'est des procédures qui peuvent être plus ou moins longues. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont peut-être l'expérience vraiment pratique de ça. Peut-être si quelqu'un souhaite aussi faire part de son expérience. Mais voilà, les projets européens, ça s'inscrit dans le temps. Après, voilà, c'est difficile de donner une réponse précise. Et on a une deuxième question. Existe-t-il des possibilités d'avance ou d'acompte? Ça, c'est quelque chose que vous allez aussi traiter dans vos prochains webinaires, pour le coup. Alors, il arrive que certaines autorités publiques se portent effectivement, soutiennent le projet et il peut y avoir de manière très ponctuelle des avances, mais bon, globalement, c'est quand même peu le cas. C'est plus, effectivement, ça peut être plus difficile. Après, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, à partir du moment où le dossier est instruit, il peut y avoir au fur et à mesure des comptes rendus, des éléments qui se font au fur et à mesure et qui permettent d'avoir certaines avances de frais. Mais voilà, ça reste... Oui, alors, on parlait des fonds européens, mais tu as posé la question tout à l'heure dans le Slido. Les projets doivent être cofinancés
Et le cofinancement, le délai de cofinancement n'est pas forcément le même que celui des fonds européens. Par exemple, en région, voilà, le financement peut arriver, le versement peut arriver plus tôt. Tout à fait. Donc, Oui. c'est aussi à prendre en compte. Et Claire le rappelle d'ailleurs, on va faire un webinaire le 30 mars sur la question de l'avance de trésorerie. Et avant ça, le 16 mars, on a sur tous les dispositifs régionaux qui peuvent venir en cofinancement leader sur des petits projets privés. Voilà, donc je vous invite à venir à nos 2 prochains webinaires pour en savoir plus. Et je te garde encore, j'ai une 3e question. Peut-on engager des projets avant l'avis du CP sous réserve bien sûr de l'éligibilité du projet? C'est-à-dire que normalement, alors vous pouvez faire des demandes de devis, de concours, etc. Mais normalement, vous n'avez pas engagé de dépenses avant le moment où vous avez effectivement la demande qui est acceptée. Donc voilà, c'est un petit peu la règle, c'est-à-dire de tout préparer pour qu'effectivement, au moment où vous avez le go de la région, vous puissiez amorcer. Mais en théorie, voilà, on ne peut pas démarrer avant. Alors, je vais vous proposer... Alors, attendez, il faut juste que j'arrête le partage pour vous diffuser une petite vidéo. Alors, partager l'audio. Alors, normalement, ça devrait fonctionner. Voilà, pour vous montrer un exemple de projet. C'est cofinancé par la... Alors ce projet d'abord s'appelle Smart UHA et il est né en fait des activités que l'on mène au laboratoire depuis plus de 20 ans qui traitent en fait toutes les solutions de véhicules autonomes connectés et de par les travaux que nous menons, eh bien en fait nous est venue l'idée de pouvoir offrir sur ce qu'on appelle le dernier kilomètre ou le premier kilomètre des solutions pour pouvoir transporter du matériel de façon automatisée pour les emmener donc d'un point A à un point B. Ce projet est un projet collaboratif qui implique différents laboratoires. Le laboratoire auquel j'appartiens est un laboratoire dont les compétences sont essentiellement en informatique, en automatique, en traitement du signal et de l'image. Nous utilisons d'ailleurs pour ce projet des outils de l'intelligence artificielle. Ce projet implique aussi d'autres laboratoires dans le domaine des sciences humaines, notamment dans le domaine du marketing, puisqu'il faut bien avoir le retour des utilisateurs dans le cadre de ce robot autonome, et aussi dans le domaine juridique, puisque lorsque nous utilisons un robot autonome, il faut pouvoir maîtriser les interactions qui auront lieu entre le robot, mais aussi le public qui sera autour de ce robot. Les étapes du projet. Donc première étape, c'était d'avoir un robot pour la partie gestion des livraisons et un équipement au niveau du bâtiment pour la partie gestion de l'énergie. L'étape numéro 2, c'est d'avoir un deuxième robot pour pouvoir faire une gestion des livraisons intelligente et délivrer les colis aux besoins. Et l'étape numéro 3, c'est de regarder les répercussions de ces robots qui circulent en milieu ouvert, donc le campus universitaire, vis-à-vis des utilisateurs et leurs réactions par rapport à celui-ci. Lorsqu'il est en fonctionnement, si une personne passe devant lui, eh bien, il va s'arrêter et il va attendre que cette personne soit partie. Donc les verrous scientifiques en lien avec le projet sont multiples. Premier verrou, c'est comment on va faire la gestion des livraisons avec plusieurs robots pour optimiser les trajets et permettre à tous les utilisateurs d'avoir leur colis en temps et en heure. Deuxième verrou scientifique, c'est la question de la recharge électrique des véhicules. Cette question-là peut être très facilement déplacée au niveau d'une ville avec par exemple des véhicules autonomes et des bornes de recharge. Ce projet qui a été financé par FEDER à hauteur de 300 000 € est très important pour nous et ça représente à peu près 40% du budget global qu'on a investi dans ce projet depuis déjà pas loin de 5 ans. Et ça va nous permettre justement de pouvoir faire tous les futurs tests sur ces flottes. Et en cela, eh bien, le projet FEDER est vraiment important pour nous et va pouvoir permettre à l'équipe, mais aussi à l'ensemble des laboratoires, de pouvoir continuer leurs recherches sur ce domaine. Voilà, donc voilà, c'était pour vous donner un petit peu une petite idée des projets qui peuvent être cofinancés. Donc là, en l'occurrence, c'était le FEDER.
Voilà, donc vous voyez sur un budget, quand même, c'est bon. Là, on parle de gros projets, effectivement, de plusieurs milliers d'euros, mais voilà, il y a différents types de projets, bien sûr, qui peuvent être cofinancés par l'Europe. Alors, quelques règles à connaître, voilà, pour que votre projet soit éligible au fonds européen. Bien sûr, il faut qu'il respecte les critères qui sont exposés dans les dispositifs. Donc, il faut qu'il contribue aux objectifs généraux de la stratégie. Il va falloir aussi construire un plan de financement qui définit donc toutes les dépenses prévisionnelles, les ressources qui sont issues de l'opération. Donc voilà, sur certains projets, il y a certaines dépenses, par exemple, qui vont pouvoir être prises en compte par l'Europe et certaines peut-être qui ne le seront pas. Donc voilà, il y a un volet sur l'éligibilité des dépenses. Comme on disait, on parle toujours de cofinancement. Donc effectivement, le fait d'avoir un financement de l'Union européenne pour un projet, ça peut permettre effectivement d'aller chercher d'autres crédits. Voilà, que ce soit des ressources propres, que ce soit d'autres dispositifs locaux ou régionaux. Voilà, il faudra aussi renseigner les ressources qui sont issues de l'opération, s'il y en a, et puis il faut faire attention, comme on disait, à la temporalité des dépenses, puisque voilà, la demande d'aide, il faut qu'elle réponde. Il faut il faut pas que le projet soit terminé au moment de faire le dépôt de la demande, et donc du coup ça implique aussi que les dépenses elles n'ont pas été encore engagées. Respect des règles bien sûr en matière d'aide d'État, et puis une prise en compte des risques de conflit d'intérêts et de fraude en cas de contrôle. Voilà, donc ça c'était pour le FEDER. Ensuite, donc, on passe à la politique agricole commune et donc surtout le FEADER. On a dit la PAC, elle est composée de 2 piliers. Un premier pilier qui est le Fonds européen de garantie agricole et un deuxième pilier qui est le Fonds européen de développement rural. Alors, sur ce premier pilier, on va retrouver vraiment tout ce qui est aide directe aux agriculteurs. Sur le deuxième volet, on va retrouver à la fois des mesures qui sont spécifiques effectivement pour les agriculteurs, mais pas que. On va aussi trouver tout ce qui est aide aux services, à la population en milieu rural. Un mode de gestion, donc la PAC 2021-2027, elle repose sur un nouveau modèle de mise en œuvre qui consiste en une planification stratégique qui est décrite dans un plan stratégique national, donc là qui a été établi pour 5 ans, donc sur 2023-2027. Il y a un partage de compétences dans la mise en œuvre du PSN. Donc, c'est le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire qui est l'autorité de gestion nationale du PSN, et la mise en œuvre donc, du Fonds européen agricole de garantie, c'est de la compétence de l'État. Et pour ce qui est de mise en œuvre du Fonds européen agricole pour le développement rural, donc le deuxième pilier, le FEADER, pour la programmation 2023-2027, elle est partagée entre l'État et les régions. Donc voilà, on va retrouver tout ce qui est aide non surfacique, donc voilà, près de 35% de l'enveloppe du FEADER qui est confiée donc aux régions. Donc, on a dit le Fonds européen agricole pour le développement rural, il intervient dans le cadre de la politique de développement rural. Il doit contribuer au développement des territoires ruraux, viser une agriculture plus équilibrée, plus respectueuse du climat, plus résiliente face au changement climatique, plus compétitive et plus innovante. Et puis, donc, placé sous le pilotage de la région, on a dit, le FEADER est mis en œuvre conjointement avec l'État. Donc, au titre des interventions régionales, la région Grand Est dispose d'une enveloppe de 250 millions d'euros pour soutenir des projets dans certains domaines, les investissements agricoles, forestiers et en zone rurale, l'installation des jeunes agriculteurs, l'instrument de stabilisation des revenus, les coopérations dans les secteurs agricoles ou forestiers, à la mesure que vous connaissez beaucoup pour certains leaders, et les autres mesures en faveur du développement rural, la formation et le conseil des forestiers et agriculteurs, et puis tout ce qui est mesures agro-environnementales
non surfaciques, donc dédiés à l'apiculture et à la protection des races menacées, ainsi que les nouvelles mesures agro-environnementales forfaitaires pour accompagner la transition des exploitations agricoles. Voilà, donc on voit que dans ce volet-là, il y a encore beaucoup de choses qui sont destinées aux agriculteurs, mais pas que. Donc voilà, on pense notamment à la mesure leader et tout ce qui est service aux populations rurales qui entrent dedans. En 2023, donc certaines mesures vont perdurer, 2014-2023, et le programme, voilà, il va être ouvert progressivement. Alors, juste pour vous donner un autre petit exemple de projet cofinancé par l'Europe à l'aide du FEADER. APUI, en fait, c'est un projet européen à l'innovation qui est porté au niveau européen avec des cofinancements régionaux. Et ça fédère en fait des familles autour d'un objectif pour, un, porter le projet et deux, le transmettre. C'est une nouvelle race agréée par le ministère de l'Agriculture. C'est un mélange entre la race Angus, la race Simmental, un peu de Gelbvieh et de Hereford. Donc c'est une race de gabarit moyen, c'est une race vraiment herbagère qui est sans cornes, qui va avoir des vélages très faciles. Elle est sélectionnée sur son efficacité alimentaire et elle est aussi reconnue pour ses très bonnes qualités bouchères. Le PUI Ready Black, c'est un PUI axé sur une création de race avec une génétique britannique pour conforter et développer cette race-là. Le PUI est financé par deux sources majeures qui sont des fonds européens et de cofinancement national, notamment régional pour la région Grand Est. L'objectif du projet Ready Black, c'est déjà de conforter le modèle génétique de cette race composite, de faire de l'acquisition de référence. Et pour faire de l'acquisition de référence, il faut faire de l'expérimentation, notamment sur tout ce qui est efficience alimentaire, qualité de la viande avec le persillé, et également aussi qualité zootechnique de l'animal par rapport aussi au bien-être de l'éleveur. Plusieurs enjeux, donc l'enjeu environnemental, on a une race qui est une race herbagère qui va se nourrir, qui est faite pour en fait valoriser les fourrages grossiers pour se nourrir à l'herbe. C'est aussi une vache qui est sans cornes, donc ça permet à l'éleveur de ne pas avoir à écorner ses veaux. Et c'est une vache de gabarit intermédiaire puisqu'on a des animaux adultes de 650 kg en moyenne. Et ce qui fait qu'on va retrouver des plus petites portions de viande en fait tout simplement pour le consommateur, ce qui est une tendance actuelle importante. C'est également une race qui va répondre à différents enjeux du côté des éleveurs. Donc là, parce que le but en fait, c'est d'avoir une vache facile d'élevage. Donc c'est une vache docile. Et c'est une vache qui s'entretient bien au pâturage, donc qui nécessite moins de travail, on va dire, pour l'éleveur. La chambre régionale qui pilote le projet, avec 2 chambres départementales, Meurthe-et-Moselle et Ardennes, qui sont parties prenantes dans ce projet-là. Une association de producteurs à travers la PAL, donc qui est sur le périmètre Grand Est. Elitest sur la partie génétique. Alpa sur plutôt la partie expérimentation. Et Institut d'élevage. Aujourd'hui, en France, on a 40 éleveurs qui sont impliqués dans le projet Ready Black. La majorité d'entre eux dans le Grand Est. Les nouveaux éleveurs adhérents ont la possibilité de poser des embryons donc, sur leurs femelles d'autres races pour ainsi avoir des animaux Ready Black qui vont naître dans leur cheptel. Voilà un autre exemple donc avec le FEADER. Excusez-moi.
Oui, alors on voulait vous parler rapidement de la coopération territoriale européenne, donc elle est un moyen justement de pouvoir mettre en œuvre des projets à différentes échelles. Donc on a 4 volets qui existent, donc la coopération transfrontalière, donc c'est ce qu'on appelle Interreg A, qui vient financer des projets de part et d'autre d'une frontière commune. Donc, c'est 72% des ressources du programme, donc une grande majorité va effectivement là-dessus. Donc, le Grand Est est ainsi couvert par 3 programmes de coopération transfrontalière, le Rhin supérieur, la Grande Région et France-Wallonie-Vlaanderen. Donc là, voilà, ça repose de la même façon sur les mêmes priorités qu'on a évoquées un peu plus tôt, qui sont celles de l'Union européenne, et on va retrouver donc différents types de projets qui peuvent être cofinancés. Coopération transnationale, donc là on est sur une échelle un peu plus importante, Interreg B, financement de projets dans des zones géographiques plus vastes, voilà, c'est 18% des ressources du programme. Alors notre région appartient à 2 espaces transnationaux, l'Europe du Nord-Ouest et l'espace alpin. Et puis après, tout ce qui est coopération interrégionale, donc là, Interreg Europe et les réseaux, donc Urbact, ESPON, qui là sont des programmes qui visent à encourager la connaissance, partage de bonnes pratiques et mise en réseau en matière d'innovation, d'efficacité énergétique, de développement urbain, etc. Donc là, le Grand Est fait partie de l'espace interrégional Europe. Donc voilà, on a aussi une possibilité d'émarger sur ce programme. Et puis la coopération des régions ultra-périphériques, donc voilà, 3% des ressources du programme. Donc voilà, en fonction un petit peu de votre projet et de l'échelle qu'elle couvre, voilà, ça peut rentrer dans un de ces programmes de coopération, en sachant que, comme on a dit, les priorités restent globalement les mêmes. C'est cofinancé par le FEDER, donc on est plutôt sur des dépenses qui vont concerner l'investissement, voilà, dans des infrastructures, dans des réseaux. Voilà. Alors, maintenant, on aborde la deuxième partie qui est les programmes sectoriels européens. Donc, comme on vous disait un peu plus tôt, ces programmes, ils sont gérés directement par la Commission européenne ou des agences et ils correspondent à des zones géographiques qui sont plus larges, qui couvrent soit la totalité des États membres européens et qui s'adressent même à d'autres pays hors de l'Union européenne. Donc voilà, selon un petit peu les thématiques, voilà, il y a plusieurs programmes qui peuvent vous intéresser. Donc là, aujourd'hui, on a décidé vraiment de mettre l'accent sur la jeunesse et la participation citoyenne, la citoyenneté européenne. Mais voilà, il en existe dans tous les domaines de compétences de l'Union européenne et donc dans toutes les priorités. Je vais laisser la parole à Magali pour qu'elle puisse vous présenter plus en détail le programme Erasmus+. Merci beaucoup Camille. Donc on voulait prendre un petit temps pour faire un focus sur ce programme. Voilà, on ne sait pas si vous êtes un petit peu familier, pas du tout familier du programme Erasmus+. Et c'était pour permettre aussi de voir et de comprendre que Erasmus+, c'est pas seulement la mobilité des étudiants, mais c'est, vous le verrez aussi, beaucoup plus large que ça, et en particulier par rapport à vos structures, à celles que vous accompagnez sur vos territoires, vous verrez que vous êtes tous directement concernés. Donc là, on est aussi sur la période de programmation 21-27. Et ce qui est important à noter, c'est que, voilà, on le verra tout à l'heure, c'est un programme qui se veut maintenant aussi plus responsable. Vous verrez, il y a aussi des priorités en lien avec la transition écologique. Mais c'est aussi un programme qui est plus ouvert, plus inclusif. Là aussi, un gros focus dans l'idée de permettre à tous, quelle que soit leur situation, de pouvoir bénéficier du programme, et puis une ouverture beaucoup plus importante à l'international. On n'avait que certaines actions qui étaient ouvertes pour la coopération avec le reste du monde. Vous verrez qu'il y a de plus en plus de possibilités de coopérer dans le monde entier dans le programme Erasmus+.
Et puis un programme plus ambitieux, parce que voilà, plus de budget encore sur cette période. Alors c'est notable, hein, on l'a dit tout à l'heure, c'est déjà important, hein, tout ce qu'on peut mobiliser au niveau des financements européens, mais Erasmus+, voilà, il a été augmenté de 80% sur cette période. Donc, il y a aussi une vraie ambition européenne d'accompagner la mobilité, la coopération dans le cadre de ce programme. Et puis, ce qui est important et qui vous concerne directement, c'est que c'est un programme qui se veut aussi beaucoup plus tourné vers le développement des territoires, des acteurs économiques. Donc, cette idée d'avoir un ancrage sur les territoires, et y compris avec, on y reviendra aussi, des points de contact, d'information, d'accompagnement sur tous les territoires. On peut passer, Camille, si tu veux. Oui. Voilà, donc, quelle priorité pour cette période? On les a déjà évoquées, hein, tout à l'heure. Puis là, vous comprenez bien aussi que du coup, hein, quel que soit le cadre, les programmes dans lesquels on s'inscrit, on retrouve aussi ces priorités. Donc là, il y en a une très forte sur la dimension d'inclusion et de diversité, parce qu'on sait justement sur des actions de mobilité que ce sont peut-être, c'est plus facile forcément pour un étudiant, un élève à qui on va proposer une période à l'étranger dans le cadre de son cursus de pouvoir partir. L'idée, c'est aussi plutôt maintenant d'aller chercher les personnes qui sont plus éloignées parce que en zone rurale, parce qu'en quartier politique de la ville, parce qu'elles ont des problématiques économiques ou sociales, elles souffrent d'un handicap. Donc, il y a une volonté d'aller chercher ces publics et d'ailleurs de les accompagner aussi financièrement pour permettre cette mobilité. Donc, développement durable, on est beaucoup revenu depuis tout à l'heure. Promouvoir un comportement responsable, respectueux de l'environnement, avec là aussi le développement de ce qu'on appelle les mobilités douces. Éviter peut-être de prendre l'avion pour aller rencontrer ses partenaires ou partir en mobilité, envisager d'autres modes de transport. Il y a pas mal de petites actions aussi qui sont développées dans ce cadre-là. L'éducation numérique et puis tout ce qui a trait à l'éducation à l'engagement citoyen, qui pourra faire le lien avec le prochain programme que vous présentera Camille ensuite. Il y a une dimension aussi des développements de l'engagement citoyen qui est très forte dans le cadre du programme. Et parce que le programme, c'est une des plus belles réalisations européennes, hein, quand on fait des sondages régulièrement. Mais c'est vrai qu'il a cette vocation aussi, via la mobilité, l'ouverture aux autres, de permettre de développer la citoyenneté. La prochaine diapo. Voilà, alors l'architecture du programme, pour que vous puissiez vous y retrouver un petit peu, et c'est important parce qu'en fait, il y a plusieurs secteurs au sein du programme Erasmus+, qui sont au niveau national gérés par deux agences. Donc, vous voyez, l'agence Erasmus+, Éducation Formation basée à Bordeaux et l'agence Erasmus+, Jeunesse et Sport à Paris. Donc, les secteurs, donc l'enseignement scolaire, l'enseignement supérieur, l'enseignement à la formation professionnelle, l'éducation des adultes, la jeunesse et le sport. Alors, c'est important de le savoir et ce sera important de savoir ensuite dans quel secteur vous pourriez envisager de développer des projets, puisqu'en fait, ça va induire l'envoi de vos candidatures auprès d'une ou autre agence nationale. Et puis surtout, ça va être important par rapport aux priorités auxquelles vous allez répondre dans le cadre de vos projets. Et ce qui va vous permettre aussi de savoir dans quel secteur vous allez vous inscrire, ce n'est pas forcément toujours le type de structure, parce que vous pouvez très bien envisager des projets dans différents secteurs. C'est plus, comme j'évoquais, les priorités, le public qui va être visé par vos projets. Et ce qui permet vraiment de s'y retrouver aussi dans ce cadre-là, c'est, je vous expliquerai tout à l'heure, il y a tout un tas de ressources, mais il y a aussi un bulletin officiel qui est publié chaque année et qui permet de bien préciser en fait quelles sont les structures éligibles, quels sont les participants qui sont éligibles pour chacun des secteurs du programme. Important à savoir aussi, c'est l'organisation du programme en différentes actions clés. Donc, la première action clé, c'est tout ce qui concerne la mobilité. On va y revenir. La deuxième action clé, c'est plutôt ce qui va vous permettre de développer des projets de coopération, d'échange de pratiques, de formation. Et puis, une autre action qui reste centralisée, donc gérée
au niveau européen sur le soutien à la réforme des politiques publiques. Mais voilà, je ne vous en parlerai pas aujourd'hui puisque ça vous concernera moins directement. Alors, avec des partenaires dans quel pays? J'ai un petit peu dit tout à l'heure, donc il y a un certain nombre de pays qui sont directement éligibles à l'ensemble des actions du programme. Donc, c'est l'Union européenne un peu élargie, puisqu'on a 33 Européens qui peuvent directement participer au programme. Mais il y a aussi de plus en plus de possibilités de coopération avec le monde entier et dans les différents secteurs dont je vous ai parlé précédemment. Alors ça, on sait que c'est une grosse problématique quand vous avez l'ambition de développer des projets, c'est aussi de trouver ces partenaires. Donc là, il y a pas mal de plateformes qui existent, qui vont vous permettre en fait d'essayer de mieux identifier des structures d'accueil, des structures avec lesquelles vous pourriez coopérer pour vos projets. Donc voilà, il y en a quelques-unes qui sont citées comme eTwinning. Alors EPAL, c'est plutôt sur le secteur éducation des adultes. Mais il y a aussi des outils un peu particuliers qui sont mis en place par les agences nationales qui s'appellent les rencontres européennes Erasmus+. Voilà, je vous invite là aussi à suivre un petit peu régulièrement l'actualité des agences et du programme, parce que ces rencontres, souvent, elles sont thématisées. Elles sont organisées donc un petit peu partout en Europe par les différentes agences nationales. Elles vont vraiment vous permettre d'identifier des partenaires et puis d'aller un petit peu plus loin, même sur la préparation d'un projet. Et puis, le dernier outil qui est intéressant, c'est la plateforme de résultats de projets qui existe. Donc, il y a un répertoire de tous les projets qui ont pu être développés sur le programme Erasmus+ depuis des années. Là aussi, quand vous avez en tête de développer un projet, c'est toujours bien de savoir déjà s'il n'y a pas déjà eu des projets un petit peu similaires ou proches. Voilà, toujours dans l'idée, là aussi, l'Europe veut aussi accompagner le financement, le développement de nouveaux projets, mais ça peut vous permettre aussi d'identifier des partenaires qui ont pu travailler sur ces thématiques et puis de se dire, tiens, je peux aussi les contacter spontanément pour élargir mon partenariat. Alors, je voulais mentionner donc, la première action clé qui concerne la mobilité des individus. Alors, ce qui est vraiment important à noter, et vous le voyez sur tous les secteurs du programme Erasmus+, c'est qu'il y a la possibilité de mobilité dans ce qu'on appelle les apprenants au sens large, donc que ce soit les élèves, les étudiants. Alors, les apprenants et dans l'éducation des adultes, c'est aussi des personnes qui suivent des formations non diplômantes, par exemple. Mais ce qui est notable aussi, c'est la mobilité des personnels. Donc, c'est peut-être pas un réflexe que vous avez aussi spontanément de dire, voilà, aussi, c'est tout aussi important de développer la mobilité des personnels, que ce soit des formateurs, les personnels de direction, d'administration. Voilà, il y a vraiment une large possibilité aussi de mobilité pour les personnels, pour aller observer des pratiques, voir comment travaillent en fait des personnes qui ont un petit peu les mêmes missions que vous, par exemple, dans d'autres pays européens. Ça peut être aussi pour aller suivre des formations ou même accueillir justement dans votre structure des personnes, des experts qui pourront vous apporter aussi un éclairage sur leur manière de travailler. Donc, je vous engage vraiment à regarder en fait ces double possibilité de mobilité à la fois pour les apprenants, les personnels, sachant qu'on est sur des mobilités courtes, longues. C'est des mobilités qui peuvent commencer à partir de 2 jours, donc qui restent compatibles avec une charge de travail, des missions au quotidien et qui peuvent aller sur des mobilités plus longues, vraiment d'immersion en situation de travail pendant une plus longue période. Voilà, donc ça, vous retrouverez vraiment toutes les possibilités de mobilité un petit peu secteur par secteur. Et l'autre entrée intéressante, c'est d'envisager, développer des projets de partenariat. Alors là, il y en a à différentes échelles et c'est ça qui est intéressant aussi. Ça peut permettre aussi un amorçage sur ce type de projet. Quand on n'est pas familier avec le programme, se dire on se lance dans un petit projet de partenariat, d'échange de pratiques. On peut commencer, on est seulement 2 partenaires, un partenaire français, un partenaire belge. On travaille dans le même domaine, un petit peu sur les mêmes problématiques. On a envie d'échanger nos pratiques. On se lance dans un petit projet de coopération à partir de 6 mois avec
avec des financements limités, mais qui vont vous permettre de vous rencontrer régulièrement, de travailler sur ces problématiques et de développer peut-être ensuite des projets plus importants qu'on appelle des partenariats de coopération, où là, vous allez être à au moins 3 partenaires et là, vous allez pouvoir carrément envisager le développement de nouveaux outils de formation ou autres outils qui pourraient vous être utiles. C'est ça qui est intéressant à avoir en tête sans rentrer trop dans le détail de ces types de projets, c'est que en fait, il y a cette dimension de possibilité de moduler en fait un petit peu le type de projet que vous allez développer et que ça peut être vraiment une très bonne expérience de commencer par un petit projet de coopération, quel que soit le secteur du programme dans lequel vous vous inscrivez. Alors justement, Magali, on a une question de Peggy. Y a-t-il un minimum de dépenses? Alors, en fait, c'est des forfaits. En fait, je pourrais vous donner les précisions. Donc, vous avez des forfaits. Et là, on va y revenir un petit peu sur les modalités de fonctionnement du programme Erasmus. Vous allez voir qu'ils sont un petit peu spécifiques quand on est sur les programmes sectoriels par rapport au fonds européen FESI. Là, vous avez des forfaits qui couvrent vos dépenses pour vous déplacer, rencontrer vos partenaires, l'hébergement, restauration, l'organisation de votre projet, mais on fonctionne par forfait qui couvre les activités qui sont réalisées. Donc, vous le verrez, c'est assez souple. Voilà. On voulait vous mettre en avant justement quelques exemples de projets qui vont peut-être vous parler un petit peu plus particulièrement par rapport à vos missions et vous montrer que aussi le programme Erasmus+, comme on l'évoquait, il a un vrai ancrage territorial aussi et un lien avec la ruralité. Vous parlez du projet Reward qui a eu pour objet de développer des modules de formation pour essayer d'améliorer l'employabilité, l'entrepreneuriat des femmes en milieu rural. Donc, on en a parlé à plusieurs reprises. Clémentine l'a évoqué aussi par rapport au séminaire de la semaine dernière. C'est une thématique vraiment intéressante. Je vous invite à consulter en fait les modules de formation qui ont été développés dans le cadre de ce projet qui sont vraiment intéressants. Un autre projet un petit peu spécifique là sur Castana sur la Châtaigne. Donc, c'était un projet d'échange qui était coordonné par l'Agence de l'alimentation de Nouvelle-Aquitaine. C'est pour vous montrer aussi un petit peu la diversité des acteurs qui portent ce type de projet. Et puis, un projet particulièrement intéressant qui a été porté par l'association Leader France, le projet Esprit sur l'échange sur les services aux publics ruraux et l'innovation territoriale. Donc là, pareil, je vous ai mis le lien vers le projet qui vous permettra d'aller découvrir un petit peu ce qui a été fait dans ce cadre-là, et un projet qui a réuni 4 partenaires européens autour de Leader France, des partenaires en Hongrie, en Espagne, en Estonie et en Roumanie, et qui a vraiment permis d'échanger sur des expériences très, très innovantes sur les services à la population en milieu rural. Oui, vous aurez tous les liens, effectivement. Merci Clémentine. Ils sont actifs. Vous aurez les liens pour vous connecter directement. Et puis, un petit focus là, c'est sur des projets qui sont plus sur le secteur jeunesse, qui sont portés par les maisons familiales rurales, sur les jeunes ruraux font l'Europe, ou les jeunes ruraux et le numérique. L'idée, là aussi, de donner la parole aux jeunes qui vivent dans des territoires ruraux pour avoir leur opinion sur l'Europe, sur le numérique, sur d'autres thématiques, et donc les maisons familiales rurales qui sont aussi extrêmement actives dans le développement de projets Erasmus+ sur leur territoire. Donc, les grands principes d'Erasmus+, on a commencé justement d'en parler un petit peu. Alors là, vous avez des appels à propositions annuels sur le programme. Donc, on est sur une programmation 21-27, mais vous avez chaque année un appel à propositions qui est publié. C'est lui qui va mettre en avant les priorités pour chacun des secteurs, pour chacun des publics.
Vous avez donc un appel à proposition annuel, mais en principe 2 périodes auxquelles vous pouvez déposer des projets. Donc, pour les projets de mobilité, voilà, dans la plupart des secteurs, c'est autour du mois de février chaque année. Et sur les projets de coopération, vous avez 2 possibilités au mois de mars et ensuite au mois d'octobre. Donc, voilà, ça vous permet de connaître ce calendrier, il est vraiment récurrent. Et puis, les appels à propositions sont publiés souvent au mois d'octobre, novembre chaque année. Possibilité de déposer plusieurs projets. Alors ça, vous ne restreignez pas, hein, justement, ce n'est pas parce qu'on porte un projet de mobilité qu'on ne peut pas développer en parallèle un projet de coopération ou inversement. Et il n'y a pas non plus d'incompatibilité à bénéficier de financements européens dans le cadre de votre structure au niveau des FESI et à développer des projets Erasmus+, si vous respectez toujours bien la règle, effectivement, de pas plusieurs financements européens pour une même action, mais vous pouvez très bien avoir, et au contraire, c'est encouragé. L'expérience dont vous bénéficiez en ayant géré des fonds européens dans le cadre d'un programme ou autre est très bénéfique souvent pour faciliter en fait ensuite la gestion d'autres financements européens. Je l'évoquais, donc les projets, on peut avoir des petits projets à partir de 6 mois jusqu'à 3 ans. Et voilà, et notre argument de vente, le meilleur argument de vente dont on dispose sur Erasmus+, c'est la gestion financière simplifiée, qu'on a évoqué. Hein, la plupart des financements sont forfaitaires, donc c'est très souple. Au niveau des justificatifs qui doivent être fournis, on vous demande de prouver que les personnes sont parties en mobilité, que les activités ont été réalisées. Mais vous n'avez pas du tout besoin de fournir les détails, tous les justificatifs des dépenses qui ont été réalisées. Vous avez aussi des avances de trésorerie. En fait, dès la signature et l'approbation des projets, ensuite la signature des contrats financiers avec les agences, vous avez de 60 à 80% en fait d'avance. Donc, c'est aussi un programme qui permet aux petites structures de s'initier au financement européen puisqu'elles ont cette avance de trésorerie. Ça reste des projets de structure quand on parle, par exemple, justement, de développer la mobilité pour des apprenants, des personnels. Ça passe quand même par un projet de structure. Ce n'est pas un jeune ou un personnel individuellement qui va solliciter un financement. C'est bien sa structure qui va le faire, la structure qui l'accompagne, qui le forme, qui va le faire pour lui. Et ensuite, il y a maintenant des possibilités justement pour simplifier en fait ensuite l'obtention aussi des financements, d'obtenir ce qu'on appelle des accréditations, des chartes qui permettent, quand on a ces accréditations, sur toute la période de programmation, d'avoir ensuite juste une actualisation des demandes de financement européen à faire chaque année, mais on a une sorte d'accord en fait pour toute la durée de la période de programmation pour obtenir ces financements pour les projets de mobilité. Donc oui, c'est extrêmement souple sur le fonctionnement et la gestion du programme. Et ensuite, vous avez aussi des structures, des personnes qui peuvent vous accompagner sur la gestion de ces projets. Voilà, pour s'inspirer, rester informé, se préparer ou candidater, un petit peu pour votre information, donc il y a pas mal de recueils de projets, de brochures qui existent, dont justement un recueil de projets Erasmus+ dans les territoires ou Erasmus+ dans les collectivités territoriales. Je vous en mettrai juste après. Alors c'est un petit peu court, mais on pourra aussi vous envoyer le replay ensuite. Il y a un webinaire spécifique qui est organisé cet après-midi pour montrer que les collectivités territoriales sont pleinement éligibles pour participer au projet Erasmus+, et avec aussi des exemples, des illustrations de collectivités qui portent ce type de projet. Je l'évoquais tout à l'heure, donc les agences Erasmus ont des sites internet, publient des newsletters. Je vous invite à vous y abonner. Ça vous permet aussi d'avoir les informations sur les appels à projets, d'avoir aussi des illustrations de projets. Le guide du programme, c'est un petit peu la Bible. Bon, j'avoue que ce n'est pas la partie la plus facile, la plus lisible. Donc, je vous conseillerais plutôt ensuite d'aller regarder ce qu'on appelle la plateforme des porteurs de projets qui s'appelle Mon Projet Erasmus+, qui est vraiment une plateforme très, très accessible. Vous avez secteur par secteur, action par action, tout le détail de ce qui peut être fait, les structures, les participants qui sont éligibles, comment on fonctionne, des exemples d'action. Donc là, c'est vraiment, je vous conseillerais plutôt
plutôt de rentrer directement via la plateforme Mon Projet Erasmus+. Et puis, voilà, regarder, consulter régulièrement les sites des agences Erasmus+. Et comment s'orienter, qui contacter, donc surtout en proximité. Alors sur le volet éducation, formation, vous savez, donc les 4 premiers secteurs du programme, donc l'agence éducation formation comme on en a parlé, et vous avez aussi tout ce qu'on appelle un réseau de développeurs Erasmus+, qui sont vraiment des développeurs en proximité sur les territoires, alors qui sont aussi bien dans des collectivités, des établissements de formation, les centres Europe Direct, comme Camille. Donc, vous pouvez aller consulter sur le réseau des développeurs et regarder sur la région Grand Est qui sont les développeurs Erasmus+, qui peuvent vous accompagner. Sur le volet plus spécifique jeunesse, corps européen de solidarité, vous avez une référente Europe internationale jeunesse à la Dragès qui est Marie-Agnès Pierrot pour la région Grand Est. Vous avez les mêmes structures dans les autres régions. Et spécifiquement sur le volet sport du programme, il y a un point de contact, point national d'information en France, pour lequel on vous a mis les informations, mais notre correspondant de la Dragès peut aussi vous donner un premier niveau d'information sur le programme. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des remarques, des questions, je suis là pour ça. Merci beaucoup Magali. Oui, je pense que ça va en inspirer plus d'un, effectivement. Et effectivement, c'est toujours bien de rappeler qu'effectivement, le programme a bénéficié de financements supplémentaires. Donc, c'est vraiment l'occasion pour le coup de s'y mettre et de monter des projets parce que ça représente une manne financière non négligeable. Et comme tu l'as dit, c'est aussi plus simple puisqu'il y a un préfinancement, ce qui va être le cas aussi du programme dont je vais vous parler juste maintenant. Alors, donc, comme je vous ai dit, on avait choisi de vous parler de programmes sectoriels en lien avec la citoyenneté. Donc, on a aussi décidé de vous parler du programme Citoyenneté, Égalité, Droits et Valeurs. C'est aussi un programme sectoriel de l'Union européenne. L'objectif, là, c'est vraiment de protéger, de promouvoir les droits, les valeurs de l'Union européenne, de développer aussi un espace de justice de l'Union européenne fondé sur la reconnaissance mutuelle et la confiance mutuelle et promouvoir la création de réseaux par le biais de coopération, d'alliances avec d'autres organisations à l'échelle européenne. C'est un relativement petit programme de l'Union européenne. Ça représente 1,441 milliard d'euros sur la période 2021-2027. Comment est-ce qu'il est mis en œuvre? Alors, suivant un petit peu les différents objectifs poursuivis, il va être géré par différentes directions générales de la Commission européenne. Ça va être pour tout ce qui concerne la justice, la direction générale de la justice et des consommateurs. Pour tout ce qui est lié aux droits des personnes handicapées, ça va être géré directement par la direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion. Et puis, la Commission délègue aussi des pouvoirs, donc on a dit pour mettre en œuvre les actions des volets engagement et participation des citoyens et valeurs de l'Union à l'agence exécutive EACEA. Donc voilà, là on va s'intéresser plutôt à ce volet-là en particulier, engagement et participation des citoyens. Et puis, bien sûr, vous avez des points de contact nationaux qui assurent le relais dans chacun des États membres. Donc, 4 objectifs spécifiques, on a dit, qui sont répartis en 4 volets. Protéger et promouvoir les valeurs de l'Union, promouvoir les droits, la non-discrimination et l'égalité, y compris l'égalité de genre, et faire progresser l'intégration des questions d'égalité de genre et de non-discrimination, promouvoir l'engagement et la participation des citoyens à la vie démocratique de l'Union, ainsi que les échanges entre les citoyens des différents États membres et sensibiliser à leur histoire européenne commune. C'est le volet engagement et participation des citoyens. Et puis, enfin, lutter contre la violence, y compris la violence sexiste. Ça, c'est le volet Daphné. Donc, nous, on a décidé aujourd'hui de vous parler un peu plus du volet sur l'engagement et la participation des citoyens. Alors, 2 objectifs spécifiques, promouvoir la participation, la contribution des citoyens et des associations représentatives à la vie démocratique et civique de l'Union, et puis faire connaître, échanger publiquement les opinions concernant les domaines d'action de l'Union européenne.
Alors, le public visé par ce volet en particulier, ce sont les organisations à but non lucratif, y compris les organisations de la société civile, les établissements d'enseignement, de culture ou de recherche, et bien sûr les partenaires qui peuvent être des autorités publiques locales ou régionales. Alors, quel type d'actions peuvent être prises en charge? Donc là, c'est vraiment aussi assez divers. On peut avoir des activités de formation, de renforcement des capacités, d'apprentissage mutuel, de réunions d'experts, de conférences, des activités de sensibilisation, de diffusion, des campagnes médiatiques ou des activités analytiques comme des études, des recherches, des enquêtes et des évaluations. Donc voilà, ça fonctionne également par forfait, hein, un petit peu comme le programme Erasmus+. Donc voilà, il y a une simplification, on va dire, dans la gestion des activités et des financements. Une procédure pour soumettre le projet. Donc, première étape, ça va être de vous enregistrer. Enregistrer l'organisation donc sur le portail Funding and Tenders de la Commission européenne. On vous mettra le lien bien sûr à la fin de la présentation. Et donc, à l'aide donc une fois que vous aurez enregistré l'organisation, vous allez obtenir un code PIC qui est en fait votre numéro d'identification. Ce numéro, grâce à ce numéro d'identification, en fait, vous pourrez répondre à différents appels à projets de la Commission européenne. Donc voilà, vous pourrez, pour le programme en l'occurrence CERV, donc il faudra créer et compléter un formulaire électronique, donc e-form, soumettre votre candidature. Ensuite, on vérifiera l'éligibilité, vous serez sélectionné ou pas, et donc on vous octroiera la subvention et donc une partie des préfinancements. Donc, en général, donc, ça fonctionne un peu comme Erasmus+, c'est-à-dire que vous avez plusieurs appels à projets, bon, en général, un par an. Donc, voilà, sur en particulier, voilà, tout ce qui est engagement et participation des citoyens. Voilà, j'ai été consultée ce matin. Bon, il disait mars, mais il va être ouvert à partir du mois d'avril jusqu'à début septembre. Donc, voilà, pour pouvoir candidater. Sur les autres volets, voilà, vous avez aussi en général une session de candidature par an. Voilà, je vous invite à aller consulter ça plus dans le détail pour avoir plus d'informations sur qu'est-ce qui peut être mis en œuvre. On a un point de contact au niveau national qui peut vous aider justement pour la mise en œuvre de votre projet, qui est l'association CIDEM qui est basée à Paris. Voilà, donc Madame Christine Mareteux que vous pouvez contacter si vous avez des questions concernant ce programme spécifique. Et puis, donc, on a décidé de vous mettre aussi quelques petites ressources et contacts utiles dans votre recherche de financement européen. Donc, un lien vers tout ce qui est fonds européens structurels et d'investissement avec les principaux sites ressources. Le lien vers le portail Funding and Tenders de la Commission européenne où vous pouvez consulter l'ensemble des appels à projets et faire une recherche aussi par thématique. Et puis, bien sûr, oui, tout ce que Magali nous a transmis sur Erasmus+, et les collectivités territoriales. Donc, voilà, des publications, des communiqués, des articles. Et puis, tout ce qui est contact utile, donc les animateurs conseillers au Fonds européen dans les maisons de la région. Et puis, bien sûr, les chargés de projet Europe Direct sur votre territoire. Voilà, c'était tout. Donc voilà, si vous avez des questions, c'est encore le moment. Je ne sais pas quelle heure il est. 11h45. Donc voilà, on a encore un petit peu de temps. Si vous le souhaitez, si vous avez des questions, on vous transmettra bien sûr la présentation et ainsi que toutes les ressources utiles. Voilà. Donc on peut encore prendre quelques questions. Ou si vous avez envie de partager des expériences de mobilisation de financement, de projets, comme on l'avait évoqué tout à l'heure, n'hésitez pas. Les a assommés d'informations. C'est vrai que c'est beaucoup de choses, mais c'est un peu... Si
Si vous voulez découvrir d'autres programmes, parce que voilà, là aujourd'hui on a focus sur certains, mais il y en a d'autres sur la culture comme Europe Créative, voilà, il y en a beaucoup d'autres. Vous pouvez aller sur le site du Réseau Rural National qui est là aussi pour présenter ce genre de choses, donc qui a fait des webinaires sur le sujet pour présenter différents fonds, voilà, différents programmes. Ok. Bon. Bon, bah écoutez, je vois qu'il n'y a pas de questions. Bon, vous pourrez revenir vers nous, en tout cas, voilà, de manière individuelle aussi, hein. Et puis oui, ben, les prochains rendez-vous, effectivement, peut-être si tu souhaites les rappeler, Clémentine. Oui, donc dans le cadre de ce cycle de webinaires, donc aujourd'hui c'était le premier. La semaine prochaine, jeudi, de 14h à 17h, on aura un webinaire sur les dispositifs de la région Grand Est qui sont mobilisables pour les petits porteurs privés, donc TPE, PME, associations, sur une foultitude de thématiques, hein. On a près de 20 de mes collègues qui se mobilisent pour vous les présenter, la forêt, l'agriculture, le patrimoine, la santé, l'aménagement, voilà, vraiment énormément. Le lien d'inscription est le même que celui pour le webinaire d'aujourd'hui. Et voilà, une fois inscrit, vous recevrez le programme et le lien de connexion. Et donc, le 30 mars, nous en avons un troisième sur les financements un petit peu alternatifs, voilà, pour ces porteurs privés, donc à savoir du crowdfunding, du mécénat, certains organismes qui proposent des avances de trésorerie ou des prêts intéressants. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup, Clémentine. Merci, Magali, également pour la présentation. Et puis, eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne journée. Merci à toi, Camille. Merci à tous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir, bonne journée. Merci, Au revoir. au revoir. Merci, au revoir.